Ça fait tout à fait le lien avec l'avant-dernier moment d'interpellation, la crise de civilisation, le défi climatique, les enjeux environnementaux. Jade Lingard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de nucléaire. Vous avez une position sur le sujet qui est de maintenir à 50% la part de nucléaire dans la production d'électricité en France à horizon 2025. C'est ce que dit la loi actuellement. Or, quand on regarde comment fonctionne la filière nucléaire, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le fonctionnement des réacteurs nucléaires coûte de plus en plus cher, compte tenu d'investissements de sûreté importants à fournir. La Cour des comptes parle d'environ 100 milliards d'euros. On constate que, par conséquent, l'électricité qui sort de ces réacteurs nucléaires est de plus en plus chère, que d'ailleurs elle est de moins en moins compétitive sur le marché européen de l'électricité, puisqu'on est sur un marché européen aujourd'hui, que les énergies renouvelables produisent une électricité de plus en plus souvent moins chère que l'électricité nucléaire française en Europe, que le nouveau réacteur EPR va produire, parce qu'il est très cher, une électricité, elle aussi, plus chère que celle qu'on consomme actuellement. Et enfin, qu'à l'international, on installe aujourd'hui massivement des énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens, géothermie, etc. Et très peu, extrêmement peu, et de moins en moins de nucléaire. Toute cette situation crée pour Areva et EDF des difficultés économiques extrêmement graves, peut-être irréversibles. Dans ces conditions, pourquoi ne pas fixer dès aujourd'hui un horizon qui serait un horizon de sortie du nucléaire et de passage à une production 100% renouvelable pour répondre à ce système qu'on voit bien en train de s'effondrer? Emmanuel Macron. Alors, d'abord, si je faisais ça, j'aggraverais à la seconde les problèmes d'Areva et d'EDF. Pas forcément. Si. Transition, mais transition énergétique. Si. EDF est le plus grand émetteur obligataire d'Europe. À la seconde, vous savez, quelqu'un qui est aux responsabilités, qui dit mon objectif, c'est la mort de son business, c'est fini, il n'y a plus personne qui prête. EDF peut faire autre chose que du nucléaire. Oui, mais ça va prendre... parler au plan financier. Ça va prendre du temps. Oui, que ça parce fait que un crash je reprends par le dernier énergétique. argument, qui n'est pas le plus important de votre développement, où tout est juste. Le dernier argument est aggravé par un tel engagement. Ensuite, déjà, moi, je souhaite qu'on arrive à l'engagement de la loi de transition énergétique. Si on se dit les choses en vérité, personne ne sait dire concrètement comment on arrive à 50% en 2025. On ne se ment pas autour de cette table, enfin, dans cette salle. Mais c'est la peut-être réalité. que le marché économique et la situation économique fera que EDF sera obligé de fermer des réacteurs nucléaires, mais c'est sûr. Que l'autorité politique s'est refusée à fermer. Non, je pense qu'il faut que l'autorité politique le prenne, mais en bon ordre. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Alors, si on reprend point à point, le nucléaire aujourd'hui, c'est ce qui me permet, à structure productive constante, de fournir l'énergie, enfin l'électricité la plus décarbonée. C'est un fait. Ça, c'est... Bon. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Plus décarboné que les éoliennes et les photovoltaïques, pour être honnête. Si on non mais... Il y a des débats sur la production carbonée induite, mais bon. Allez-y. Ça, c'est un argument qui est pour moi de poids et qui est, compte tenu de nos engagements climatiques et de démission, qui fait que le nucléaire ne doit pas être mis à la poubelle. Le deuxième point que je vous donne, c'est que personne ne sait dire quel est le coût complet du nucléaire. Les coûts spot sont en train d'augmenter parce qu'il y a des problèmes qui sont liés à la réfaction de certains réacteurs, mais personne ne sait le dire. Et je pense, pour avoir beaucoup regardé le sujet, qu'il est bien supérieur à ce que beaucoup ont dit et que le débat maintenant commence à se jouer avec les renouvelables. Donc je suis votre argument là-dessus. Les coûts de production se croisent en réalité. La question, voilà, je pense qu'ils ne sont pas loin en tout cas de se croiser. La question, c'est celle d'une transition. C'est que juste quand on a investi très lourdement dans un appareil productif où il y a des dizaines de milliers de personnes, de gens qui travaillent, vous ne pouvez pas dire « je ferme le jour au lendemain ». C'est irresponsable économiquement, c'est même irresponsable sur le plan environnemental à court terme tant que vous n'avez pas fait la transition. Bon. Donc, moi, je veux prendre sur ce sujet 2 engagements. Le premier, c'est que je lancerai tous les appels d'offres en renouvelables dès le début du quinquennat. Parce que vous avez raison sur l'éolien onshore et sur le solaire. Donc terrestre. Oui, l'éolien pardon. Terrestre, L'éolien terrestre. Je ne parle pas le langage. L'éolien terrestre. Ouais. Merci de me reprendre. Vous êtes impitoyable. L'éolien terrestre et le solaire et l'hydraulique. Parce que EDF a un avantage, c'est qu'ils font l'hydraulique et les barrages. Là-dessus, c'est compétitif. Il faut lancer les appels d'offres parce qu'on doit industrialiser la production, vraiment le faire massivement pour justement encore contribuer à faire baisser les prix. Donc ça, je le ferai dès le début du quinquennat. Et je suis pour continuer les appels d'offres et les recherches sur l'éolien en mer,
et les énergies marémotrices, même si on sait que les coûts sont beaucoup plus élevés et que c'est aujourd'hui pas rentable. Mais pourquoi Donc pas ça, c'est le point dès le début. Ensuite, ce que je veux faire, c'est, à la lumière de ce que l'autorité de sûreté nucléaire donnera, prendre les mesures de fermeture des centrales. Mais je ne le ferai pas sur un plan politique. Je le ferai sur la base de ce que l'autorité de sûreté nucléaire dira. Et si elle dit les coûts de rénovation de telle centrale sont de X ou Y, il faudra la fermer. Ok, mais pourquoi pas envisager dès à présent, non pas de fermer d'un coup tous les réacteurs, ce serait complètement réaliste, mais de dire le cap, c'est celui-là. Le cap, c'est à horizon 2050, 2055, parce que je ne vois pas ce que ça m'apporte. Dans 20 ans, qu'on va sortir de ce parce système, parce qu'il dire... empêche le développement des renouvelables non, en réalité. pas si moi je prends mes responsabilités pour déjà arriver aux 50%. Aujourd'hui, si on fait juste ce qui est engagé, on n'y arrive pas aux 50% en 2025. Donc déjà, je veux l'engager, je veux le faire, je veux que ce soit une réalité. Mais au-delà de ça, vous voulez, on peut se faire plaisir, je peux vous dire ça ce soir. Non, c'est un cap. Mais ce cap-là, il est désespérant pour les gens qui travaillent dans le secteur du nucléaire. C'est des ouvriers, c'est des gens qui sont fiers de leur métier, qui ont des compétences. Je ne peux pas leur dire, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai, parce que je n'ai pas la totalité du coût induit, je ne sais pas si la nouvelle génération qu'on est en train de faire n'aura pas du sens, etc. Je ne veux pas préempter à horizon, parce qu'on parle d'un horizon 50 ou 75 ans, les innovations technologiques. De la même façon qu'on n'aurait pas pu dire zéro renouvelable il y a 20 ans, ça n'aurait pas de sens. L'horizon 2025, je sais le porter, je sais le crédibiliser, le défendre. Mais à la fois sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan social, si je fais ça, mais c'est par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je condamne à mort des dizaines de milliers de gens. Je ne veux pas de ça, moi. Pas en transition. Mais donc je porte déjà cette transition à horizon 2025, mais en vous donnant raison sur plusieurs sujets et en vous disant quelle est ma détermination. Mathieu, merci Jade. Et Mathieu relance sur toute cette question. Dans votre programme, vous avez quelques propositions pour l'écologie que vous avez d'ailleurs assez peu mises en avant. Peut-être est-ce du fait de la campagne, peut-être aussi parce que vous souhaitiez plutôt insister sur d'autres choses. On ne va pas tous les passer en revue. C'est vrai que cette campagne a très peu parlé d'écologie. Il y a eu un moment où on a parlé d'écologie, ça a été la primaire plutôt du Parti socialiste, mais n'ayant pas pris part à ce débat. Notamment à votre grand débat de mercredi dernier, l'écologie était J'en ai parlé aux oubliettes. hier à Albi, mais elle était aux oubliettes. Donc il y a des mesures, on va peut-être pas le seul sujet qui est aux oubliettes. Hein. On va les prendre, oui, on va pas les prendre une par une, mais il y a des sujets qui concernent l'alimentation, les pesticides, l'élimination des pesticides, des choses comme ça. Des choses importantes, les perturbateurs endocriniens, vous n'étiez pas le seul à porter dans cette campagne. Notamment Benoît Hamon qui le portait pour la primaire dont vous parlez. Comment est-ce que vous prenez ici l'engagement de résister aux lobbies pour les faire appliquer? C'est une question qui est sérieuse, c'est une question qui est aussi liée à votre passé. Quand vous étiez au gouvernement à Bercy, il suffisait de rencontrer un ministre pour qu'il dise « Macron, il dit tout le temps oui aux lobbies ». C'était ce qu'il disait. Donc, oui, mais enfin, comment, alors attendez, comment, je vais vous couper parce que si vous écoutez... Comment vous prenez l'engagement, peut-être qu'ils avaient tort, mais demain, comment vous prenez l'engagement de résister aux lobbies sur ces sujets-là? Si votre boussole est ce qu'ont dit mes collègues ou les autres responsables politiques, j'en ai beaucoup dans le dos. Parce que je peux vous faire la litanie, y compris des convertis récents, on m'a dit pique-pente de moi. Je vous défie, ça je suis d'une rigueur absolue, je vous défie de donner une décision que j'ai prise comme ministre qui était le fait de lobby. Jusqu'à d'ailleurs le fait que personne, ou très peu l'ont noté, dans la loi croissance que j'ai portée, j'ai été à l'encontre de tous les lobbies, tous, y compris le lobby bancaire, puisque c'est le premier texte de loi qui a ouvert la brèche du monopole bancaire en permettant le vrai crowdfunding par equity et en permettant le prêt interentreprise, qui a été une émeute avec le secteur. Donc, je n'ai jamais pris mes décisions en fonction des lobbies, parce que comme vous l'avez compris, il y a une chose à laquelle je suis attaché plus que tout, c'est la liberté. La mienne, je l'ai conquise à chaque instant. Donc, les présupposés ou autres, moi, les donneurs de leçons, jamais. Les gens qui vivent dans le système depuis longtemps, qui se sont habitués aux rondes serviettes et autres, ils sont beaucoup plus ouverts au lobby que ceux qui prennent leurs risques à visage découvert. Donc voilà. Comment vous vous engagez? Comme je suis scrupuleux sur le sujet, je continuerai à l'être. Je l'ai d'ailleurs dit sur un débat qu'on avait eu ici ensemble. Et j'ai entendu, y compris ce que disait Nicolas Hulot, que vous citiez tout à l'heure, sur le CETA. Moi, j'ai défendu le CETA dans son principe, le traité de libre-échange avec le Canada, je l'ai défendu dans son principe parce qu'il a été négocié, je veux réformer les modes de négociation européens, mais j'ai entendu le doute qu'il y avait sur la santé et l'alimentation. Et donc là, j'ai dit que je nommerai une commission d'experts et de scientifiques totalement indépendante des lobbies, donc ils feront les déclarations justement d'indépendance et de non-conflit d'intérêts, ce sera contrôlé,
qui éclaireront le choix politique. Et s'il y a un problème scientifique sur ce sujet qui est avéré, je reporterai devant mes collègues, si je suis élu au Conseil européen, pour pouvoir modifier les choses. Et donc, de la même façon, sur tous ces sujets de santé et d'environnement, je mettrai en place une structure totalement indépendante et je veux éclairer par la recherche scientifique. Je crois beaucoup à ça. Je fais, parce que le sujet que je réagis avec vivacité, parce que vous m'avez par truchement mis en cause, mais ce que vous évoquez derrière est très important, c'est celui du rapport à la vérité. Cette campagne a été abominable à cet égard, y compris dans le débat d'il y a 2 jours. Et je crois que si on veut redresser nos démocraties, et la vertu sous-jacente à celle-ci, on doit reconstruire, dans ces temps démocratiques ouverts, le rapport à la vérité. Seuls les scientifiques et les sachants peuvent le faire. Mais il faut que ce soit des sachants indépendants. Donc c'est des commissions dont vous respecteriez les avis. Exactement. Et au-delà de ça, je souhaite, je l'ai dit à Grenoble, mais c'est aussi parce qu'on a très peu parlé du sujet de l'enseignement supérieur et de la recherche, je souhaite que le Conseil stratégique de la recherche et de l'innovation puisse être attaché auprès du président avec vraiment des séances de travail en profondeur et une importance donnée à la communauté de recherche et la communauté académique, qui aujourd'hui est très peu écoutée, qu'on a laissé se paupériser, mais surtout qui n'éclaire plus le débat public. Et on laisse des scientifiques qui sont parfois de bonne qualité, mais qui ont parfois pu avoir des intérêts cachés, l'éclairer par certains truchements. C'est le rôle de la puissance publique de faire ça. C'est le rôle de l'État indépendant. Donc ces scientifiques qui auront à déclarer justement l'absence de conflit d'intérêts et qui seront totalement vérifiés, si je puis dire, à cet égard, éclaireront la mise en œuvre de ces choix et des engagements que j'ai pris sur le plan de la santé et sur le plan de l'alimentation. Notez là en particulier et de l'écologie. Une question sur la COP21. La COP21, pour l'instant, c'est un succès diplomatique, oui, mais pas franchement climatique pour l'instant. Donald Trump aux États-Unis veut peut-être le remettre en cause, même s'il y a des débats au sein même de son administration, voire de sa famille. Mais qu'est-ce que vous direz à Donald Trump si vous êtes élu président, quand vous le rencontrerez? Je crois que la première occasion pourrait être un sommet de l'OTAN à Bruxelles, le 25 et 26 mai, puis au G7 en Italie, juste après. Là-dessus, vous J'en direz ferai quoi? l'un des 3 sujets principaux de discussion. Nous avons à parler de notre sécurité collective, du climat et des sujets économiques. Sur ce sujet, je pense que son intérêt, sa responsabilité et ce que veut la société civile, comme d'ailleurs le monde économique américain, c'est de décliner les engagements de la COP21. Et donc je ferai tout pour qu'il y reste. S'il décidait de sortir de cette voie, il prendrait une responsabilité majeure à l'égard, évidemment, de la planète et de son peuple. Je m'appuierai très fortement sur la Chine. Je pense que ce qui s'est passé durant la dernière année, qu'on a moins regardé parce qu'on était tourné vers nous-mêmes, c'est qu'il y a eu une transformation de la conscience mondiale de la Chine. Et l'actuel président, qu'on pouvait croire sceptique au début sur les sujets climatiques, qu'il était dans ses premières prises de parole, a totalement intégré dans la mutation du modèle chinois, ses engagements, la chose, et ça fait partie de ce qui constitue sa conscience planétaire. Et donc, il faudra travailler avec la Chine. Et je pense que si ce duopole se constitue, c'est-à-dire France, Europe et Chine, on fera bouger les États-Unis. Est-ce qu'on peut essayer, puisqu'on est passé au monde, et c'est très vaste, mais on a quelques questions précises sur les questions internationales, et est-ce qu'on peut faire en réponse rapide? Vous parliez, tout en gardant le sens de la complexité, vous parliez sécurité. L'armée française est engagée sur plusieurs fronts hors de nos frontières, notamment depuis cette présidence. De fait, ce que nous documentons, c'est que ça se dégrade et que les groupes terroristes ne font que progresser ou se renforcer. Quelle est la doctrine Macron en la matière? Plus de moyens, plus d'interventions militaires, ou on se pose, ou on réfléchit? Je ne lierai pas les deux. Il y a une trajectoire militaire qui est contrainte sur laquelle j'ai pris des engagements sur le plan budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les équipements, il y a la modernisation de l'armée. On a aujourd'hui la 2e armée du monde et il faut garder cette situation pour notre protection. Il y aura peut-être, parce qu'il y a un impondérable, des interventions, et il y a la force de dissuasion nucléaire que je souhaite maintenir parce que je pense que c'est un élément de notre crédibilité militaire et diplomatique et qui supposera dans le quinquennat des investissements. Par contre, sur la doctrine d'emploi, mon désaccord avec les 10 dernières années, où je crois qu'on a un peu cédé à la tendance néo-conservatrice
et des interventions parfois malheureuses. Je pense à la Libye, mais pas que. Je souhaite revenir à une filiation française que je qualifierais plutôt de gaulo-mitterrandienne ou chiracienne. C'est-à-dire l'intervention armée, elle a du sens quand elle s'inscrit dans une feuille de route diplomatique. Là où il y a du risque et ces points de déséquilibre, notre pire ennemi après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Et donc je ferai tout pour qu'on maintienne la stabilité des États. Je pense au sujet syrien, mais aussi à plusieurs autres. Ça veut dire que vous êtes sur les positions de Dominique de Villepin sur ce sujet-là, qui a appelé à voter pour vous? Totalement. Il aura une place dans votre dispositif? Je ne réponds pas à ces questions, mais vous avez raison en tout cas de souligner cette proximité intellectuelle, conceptuelle que j'assume totalement. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut montrer la complexité de l'univers Macron? C'est qu'en même temps, vous avez dans votre équipe de campagne Gérard Araud, l'actuel ambassadeur de France aux États-Unis, qui est tout à fait le contraire de Dominique de Villepin. Son surnom au Quai d'Orsay, c'est le chef de la secte, c'est-à-dire c'est le symbole des néoconservateurs au cœur de la diplomatie française. Exactement ceux que vous venez de critiquer. Mais je suis comme vous, un homme de débat qui aime la complexité, mais je n'ai qu'une position. Et c'est important d'avoir des gens qui ne pensent pas comme soi. Bon, mais s'ils sont au cœur du dispositif, vous voyez bien que ça a eu des incidences. Si vous voulez en déduire des nominations ou des projections de nominations, je ne vous y inciterai pas. Gérard Araud est un grand diplomate français. Je ne partage pas ses positions sur certains points, mais je l'écoute toujours. Parce qu'il a une très bonne connaissance, évidemment, non seulement du système onusien, mais du système américain, mais de la même façon que je parle à François Delattre, qui n'a pas du tout les mêmes positions, et que j'écoute beaucoup. Ma position, ma conviction profonde, c'est celle que j'ai exprimée. Ce n'est pas celle d'un tel ou d'un tel, parce qu'il a pu m'éclairer ou participer à des travaux. Voilà. Votre réponse clarifie. Pourquoi êtes-vous, d'après ce qu'on a compris, contre la reconnaissance unilatérale de la Palestine? La Palestine est au cœur, vous savez, d'une sorte de, comme l'a dit Edgar Morin, presque d'un cancer qui est au cœur de la région. La Suède, symbole du libéralisme politique sur notre continent, l'a reconnu. Les BRICS, qui sont au cœur de ce que vous rappeliez sur le climat, l'alliance avec la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'ont reconnu. Pourquoi avez-vous cette position de retrait sur cette question? Parce que j'ai une position pragmatique. Quel est le problème aujourd'hui? On a plutôt un dirigeant palestinien qui est plus modéré, qui a pris ses responsabilités. Et on a un durcissement de la position israélienne, avec des vrais sujets d'insécurité. Moi, je respecte la démocratie israélienne. J'ai exprimé mes désaccords à plusieurs moments sur le non-respect des accords d'Oslo. Aller prendre une position nationale pour favoriser, enfin en tout cas pour dire je reconnais de manière unilatérale la Palestine, est-ce que ça sert l'avancée du débat sur place? C'est totalement contre-productif. Ça fait que le jour d'après, je ne parle plus une seule seconde avec Israël. Ou bien ça veut dire le principe d'égalité quand même? Non, je le porte, je l'ai toujours. Ah, mais c'est très différent. Je défends ce principe. Ministre, je suis allé en Israël, j'ai été m'exprimer devant le CRIF, j'ai défendu la théorie des deux États, l'engagement français pour les deux États, la condamnation de la colonisation, etc. Je le fais constamment. Mais une autre chose est d'aller reconnaître unilatéralement la Palestine, qui, dans le temps que nous vivons, est un point de déséquilibre qui fait que vous perdez toute relation avec l'État d'Israël. J'assume là aussi une filiation avec l'histoire française qui n'est jamais tombée d'un côté de l'autre. Reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui de manière unilatérale dans le contexte, c'est faire le choix d'un camp. Et c'est complètement se couper avec l'autre. La force de la diplomatie française, c'est d'avoir toujours tenu ce point d'équilibre qui fait qu'on est l'un des rares partenaires qui parlent aux deux. Je veux préserver cela parce que si on veut être utile à l'humanité, à la région et à celles et ceux qui y vivent, c'est la capacité à parler aux deux qui nous rend efficaces. Pas d'aller s'amuser, nous, à reconnaître unilatéralement ce qui changera la vie de personne sur le terrain, y compris d'ailleurs des Palestiniens. Est-ce que ce pragmatisme diplomatique s'étend au cas de la Russie? Vous êtes le seul candidat à ne pas vous être prononcé pendant la campagne sur le maintien ou non des sanctions économiques européennes. Je me suis prononcé sur le maintien du processus de Minsk, qu'il faut suivre dans son évolution. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous êtes pour ou contre le maintien des sanctions? Mais je suis pour le maintien des sanctions tant que le processus n'est pas respecté et l'évaluation de ce processus au plus vite possible. Je ne veux pas qu'on bloque le sujet avec une espèce
en quelque sorte, de situation de stérilisation où les deux parties ne respectent pas le processus. Or, la vraie difficulté du processus de Minsk, c'est que l'Ukraine elle-même est en train de dévier. Et donc, ce sujet est éminemment complexe. Vous me reconnaîtrez une faible complaisance à l'égard de la Russie. Un pragmatisme pour dire on doit parler à la Russie sur le sujet syrien parce qu'ils sont là, ils sont autour de la table, et le problème c'est même qu'ils sont autour de la table sans nous, quand on regarde Astana. Donc évidemment qu'il faut parler avec la Russie, évidemment que nous avons une histoire commune et que je distingue le peuple russe de son dirigeant, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs que Vladimir Poutine. Et en l'espèce, quand il enfreint le droit international, il y a un processus mis en place, il faut le respecter. Est-ce que vous reprendriez la même formule à propos de Donald Trump? Nous n'avons pas les mêmes valeurs que le président américain, mais je respecte le peuple américain. Non, je distinguerai les choses. D'abord parce que je ne suis pas persuadé d'être au clair sur les valeurs de Donald Trump. Lui non plus, qu'il ne le serait pas lui-même. Je vous laisse l'apprécier. Et parce que je pense que la démocratie américaine n'a pas changé de nature avec l'arrivée de Donald Trump. Il y a des décisions qui sont inexpliquées ou inattendues. Mais il y a une démocratie très forte, avec des leviers, des contre-pouvoirs. Et je pense quelqu'un qui est en train d'affiner, en tout cas je l'espère, sa vision des choses. Donc pour moi, c'est deux cas très distincts. Dernière question, pendant que Karine Fouteau s'installe pour le dernier moment, dernière question internationale. Vous avez reçu le soutien très clair de Yanis Varoufakis, qui a même dit que dans la crise grecque, ce serait mieux passé avec vous qu'avec Michel Sapin. La Grèce, comme vous savez, subit toutes les crises, les cures d'austérité, et sans que son économie redémarre, ou que sa dette diminue. Est-ce que vous êtes pour, tout simplement, et c'est un débat très alimenté par beaucoup d'économistes, pour ou contre un effacement partiel, total, je ne sais pas, de la dette grecque? Et si oui, à quelle hauteur? Je suis pour le principe. Vous êtes pour le principe d'une restructuration de la dette grecque, concertée et en maintenant la Grèce dans la zone euro. Voilà. Pourquoi? Parce que le système est aujourd'hui intenable. Alors il faut mettre les roues, les sécurités et trouver un accord collectif. Mais nous savons de toute façon tous qu'il faudra en venir là. Et c'est la grande difficulté. Moi, j'ai souvent dit qu'en Europe, c'était une guerre de religion qui se jouait entre les catholiques et les luthériens et calvinistes. Parce que quand des États dits sérieux, ce sont des gens qui disent « vous avez péché, vous devrez payer jusqu'à la fin des temps ». Ce sont les dirigeants grecs qui ont failli. Mais le peuple grec, on lui a menti. C'est ça la réalité. Or, c'est lui qui paye. Or, c'est lui qui paye. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de retrouver une économie, une société stable dans l'euro avec le niveau de dette actuel. Donc il faut évidemment des réformes, il faut améliorer les choses, il faut renforcer un État grec. La vraie difficulté est là en Grèce, on le sait bien. Je ne suis pas favorable, tant qu'on n'a pas été plus loin dans l'intégration, à sortir quelque État que ce soit de la zone euro. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait détricoter la zone euro. Et donc, je suis favorable à restructurer la dette grecque. Je l'ai été d'ailleurs, je dois être honnête, dès l'été 2015. Je m'étais exprimé assez clairement en tant que ministre en la matière. Et simplement, une chose est de l'être, une autre est d'obtenir la décision collective. Il faudra mener ce combat. Vous allez le mener auprès d'Angela Merkel et des autres dirigeants européens. Je le mènerai parce que je pense qu'il est inéluctable et qu'il nous redonnerait de la crédibilité collective. Dernier moment.